Patrice Huiban, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Nous traversons une crise politique historique. Pensez-vous qu'il s'agit d'une crise passagère ou d'un dysfonctionnement plus profond de la Ve République? Non, pour moi, c'est pas un dysfonctionnement structurel profond de la cinquième. C'est la pratique pardon, politique qui est pas bonne. C'est le personnel politique qui est en crise profonde. Vous savez, sous la quatrième République, on avait des hommes et des femmes, enfin, surtout des hommes à l'époque politiques, qui étaient des hommes d'État. Pourquoi? Parce qu'ils étaient issus de la résistance. Donc, on avait des hommes politiques relativement forts, qui avaient une colonne vertébrale, avec des oppositions politiques sur le comment faire rayonner la France et prospérer la France, mais il y avait un attachement viscéral au pays, avec des institutions faibles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez des institutions fortes, faites par le général de Gaulle, approuvées par les Français, qui protègent une médiocratie, une médiocrité du personnel politique, qui profitent de la force de ces institutions pour rester au pouvoir, et on le voit aujourd'hui avec des nominations sans cesse de nouveaux premiers ministres, pour éviter de retourner aux urnes. Et donc, on a finalement des institutions qui protègent un gouvernement sans le peuple, qui n'est pas représentatif de la majorité, au moins relative, du peuple français. Donc voilà, on a des institutions fortes qui protègent une forme de médiocrité. Donc c'est le personnel politique qui est en cause et pas la cinquième, de mon point de vue. Est-ce que la fragmentation de l'Assemblée nationale rend quasi impossible toute majorité stable? Le problème vient-il du mode de scrutin, de la stratégie présidentielle d'Emmanuel Macron ou d'une recomposition politique inachevée? Alors, c'est vrai que c'est singulier puisque le suffrage uninominal majoritaire à deux tours est fait pour éviter justement ce genre d'instabilité, comme on l'a connu sous la quatrième, et le général de Gaulle a voulu ce type de scrutin. Là, on est vraiment dans un cas inédit, où on a trois tiers, alors qu'on a un scrutin qui est fait pour éviter justement cette fragmentation. Bien, dans ces cas-là, si on n'apprend pas le jeu des coalitions comme d'autres pays européens, notamment dans le nord de l'Europe, eh bien, on revient aux urnes. C'est ce qu'il faut faire, hein. On revient aux urnes pour des nouvelles élections législatives, et en espérant qu'on ait cette fois-ci une majorité. Entre une dissolution de l'Assemblée, un gouvernement de coalition, quelle option vous paraît la plus réaliste pour sortir de l'impasse Non, actuelle? pour moi, il n'y a pas de solution à long terme tant qu'il n'y a pas un projet crédible, ambitieux pour redresser le pays, comme Nouvel Essor français le met sur la table, si vous voulez, puisque gouverner la France, ça ne s'improvise pas du tout. Une fois que vous êtes aux manettes, vous êtes scotché au siège, c'est le grand 8 des fêtes foraines. Vous n'avez plus le temps de réfléchir, c'est le temps de l'action. C'est avant qu'il faut réfléchir. Et le problème, c'est que nos partis politiques, qui devraient être des laboratoires d'idées, qui se présentent aux élections, du fait du primat de l'élection présidentielle qui écrase tout en France, avec l'inversion de calendrier, on vote d'abord pour la présidentielle avant législative. Ce qui fait que ça a transformé nos partis politiques non plus en laboratoire d'idées, mais en écurie à égaux. C'est un petit peu, si vous voulez, le concours de beauté permanent. Pour faire quoi? On n'en sait rien. Et ce qui fait qu'une fois qu'ils arrivent aux manettes, ils se mettent à travailler quand ils arrivent aux manettes, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est le temps de l'action. Il n'y a plus le temps de réfléchir. Vous savez, je suis en train de finir de relire Georgette Elgey, De Gaulle à Matignon, qui explique comment en 6 mois, le général de Gaulle a redressé le pays en tant que dernier président du Conseil de la quatrième République. Il a signé, tenez-vous bien, plus d'une ordonnance par jour, par jour. Mais il n'a pas improvisé. C'est le fruit de sa dizaine d'années de traversée du désert, où il a réfléchi, il a travaillé avec un certain nombre de personnalités. On pense au discours de Bayeux en 46, qui a préfiguré la constitution de la cinquième. On pense aussi au discours de Saint-Étienne en 1948, qui a tracé la voie, la troisième voie française entre capitalisme et socialisme, ce qui a donné l'intéressement et la participation dans les entreprises dont on bénéficie toujours aujourd'hui. Vous voyez, donc gouverner la France, qui plus est en crise, ça ne s'improvise pas. Le problème, c'est que nos hommes et femmes politiques ne travaillent plus. Vous savez, dans nos métiers respectifs, ceux qui nous écoutent savent que pour être bon, il faut travailler. C'est pas parce qu'on travaille qu'on est bon, mais tous ceux qui sont bons travaillent. Et la politique n'échappe pas à la règle. Donc voilà, donc tant qu'on n'aura pas un projet puissant pour redresser le pays, qui est en plus capable de limer un petit peu les égaux et les appareils, on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude d'Emmanuel Macron actuellement? Ben, il incarne parfaitement cette médiocrité, et ce personnel politique qui pense avoir raison sans l'avis du peuple, et qui s'accroche au pouvoir grâce aux institutions de la cinquième. Et donc, on voit encore aujourd'hui qu'il essaie de durer en nommant un nouveau Premier ministre sans qu'il y ait de projet capable
d'assurer une majorité stable, si vous voulez. Ce qui fait que, de mon point de vue, c'est voué à l'échec. Il va falloir revenir aux élections, soit par une dissolution, ou soit même par une démission du président de la République. Parce qu'au fond, la Ve République n'était pas un outil uniquement adapté au général de Gaulle. Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, c'est une des institutions qui sont, et une constitution qui est qui a été taillée, comme on dit, pour le général de Gaulle, qui était une personnalité forte, mais qui n'avait pas peur du peuple. Et quand vous regardez la liste des référendums de la cinquième, la plupart ont été réalisés sous le général de Gaulle. Il n'avait pas peur du peuple. Dès qu'il y avait une question à trancher, il se retournait vers le peuple. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas, chez Nouvel Essor Français, contre la cinquième. On veut, entre guillemets, adapter la cinquième, en mauvais français, customiser la cinquième, en lui ajoutant le référendum d'initiative citoyenne, dont il faut déterminer les modalités, bien évidemment. Référendum, est-ce qu'il est uniquement législatif, constituant, abrogatoire, révocatoire? Et puis, les modalités techniques. Nous, on dit qu'il faut être capable de récolter 1,5 million de signatures en 4 mois. En 4 mois, et puis ensuite, que ce soit validé par le Conseil constitutionnel, et encore ensuite, que vous ayez entre 6 mois et 1 an de débat. C'est-à-dire que le vote ne s'enclenche pas tout de suite, qu'on laisse à minima 6 mois de débat, de manière à permettre à l'opinion de se forger une opinion. Ce qui veut dire que vous avez une initiative référendaire à la fois qui est toujours possible, comme c'est prévu par la cinquième, par le haut, et qui est aussi possible par le bas, par donc un certain nombre de citoyens via une pétition. Et ça met un peu sous tension nos politiques, puisque aujourd'hui, ce qui se passe, ils sont obsédés par l'accession au pouvoir et pas par l'exercice du pouvoir. Mais s'ils savent qu'ils peuvent se prendre, entre guillemets, un RIC, y compris peut-être même révocatoire, qui sait, eh bien, ils sont un peu plus sérieux quand ils vous font des promesses pendant la campagne électorale. Ils savent que s'ils font la démagogie et qu'ils ne font pas ce qu'ils ont promis, ils risquent d'avoir un mandat déstabilisé par des RIC. Donc je pense que le RIC permet de rééquilibrer la cinquième. Sur tous les référendums auxquels le peuple a eu droit finalement, un seul a été trahi en 2008 par le traité de Lisbonne. Est-ce que cela n'invalide pas le principe du référendum, du fait qu'on constate qu'un référendum a été trahi? Donc est-ce que le RIC finalement arriverait à garder ses promesses? Oui, tout dépend du périmètre du RIC, mais si c'est un RIC abrogatoire, oui. Et puis nous, ce qu'on met dans notre programme, c'est que seul un référendum peut revenir sur le résultat d'un référendum. Donc là, oui, c'est un péché originel, vous avez raison. C'est vraiment, il y a une fracture qui s'est accentuée depuis 2005, et donc depuis effectivement la réforme constitutionnelle de 2008. Et donc, pour éviter ça, il faut que seul un référendum puisse revenir sur un référendum, et puis instaurer le référendum d'initiative citoyenne, qui, suivant son périmètre, si on instaure aussi la possibilité d'un référendum abrogatoire, notamment concernant une décision référendaire, oui, je pense que là, vous évitez cet écueil. Mélenchon plaide pour une sixième république. Est-ce que finalement, appliquer un changement institutionnel aussi conséquent que le référendum d'initiative citoyenne ne serait pas une sixième république en soi? Alors moi, je dis c'est du marketing, c'est de la communication. C'est sûr que de dire qu'on fait une sixième république, c'est plus vendeur. On a l'impression que c'est une espèce de révolution de velours, entre on change les institutions, on va changer vraiment la vie. Non, pour moi, si vous voulez, la philosophie de la cinquième, telle qu'elle a été faite effectivement par, et on pourrait dire pour le général de Gaulle, c'est quand même la confiance dans le peuple français, c'est-à-dire l'idée de se retourner vers le peuple français dès qu'il y a des grandes décisions à prendre. Et à partir du moment où vous avez un personnel politique qui ne joue pas le jeu de la philosophie de la cinquième, eh bien, il faut les obliger à le faire. Et donc, si vous ajoutez le RIC, vous restez parfaitement dans mon esprit, dans la logique de la cinquième, c'est-à-dire de laisser le peuple trancher les grandes questions. Et si l'exécutif a peur de le faire, les citoyens eux-mêmes peuvent imposer un référendum. Ce serait une cinquième république augmentée, quelque part. Exactement, c'est exactement ça. Je pense qu'après, ça c'est du marketing politique. Est-ce qu'il faut l'appeler la sixième ou pas? Moi, je suis attaché. Alors c'est vrai que je suis biaisé parce que je suis attaché au général de Gaulle, donc je suis attaché à la cinquième. Mais pour moi, on ne remet pas en cause la philosophie, si vous voulez, de la cinquième République en mettant le référendum d'initiative citoyenne. Au contraire,
on rend cette République plus pérenne en évitant son instabilité par un personnel politique qui est devenu irresponsable et le forcer à être responsable, puisque finalement, le peuple est capable de remettre en cause le personnel politique qui aujourd'hui se réfugie derrière les institutions pour avoir un chèque en blanc à chaque élection et faire un peu ce qu'ils veulent pendant leur mandat. Est-ce que le peuple est prêt pour un tel changement? Et dans le peuple, j'implique également les personnalités politiques. Bah, oui, je pense que le peuple français est mûr, hein, je veux dire, on n'est pas plus idiot que les autres, hein, je pense que le peuple français est prêt à ça et même demande cela. Vous savez, ils essaient de mettre en place la participation citoyenne, ce qu'on appelle la démocratie participative, délibérative, avec les fameuses conventions citoyennes qui sont organisées, qui commencent à se développer en France, alors que c'est beaucoup plus le cas dans d'autres pays. Je pense que les Français, et de manière générale, les citoyens des démocraties occidentales, sont plus en demande de participation. Au-delà des élections, OK, on va élire un certain nombre de personnes à différents niveaux, au niveau local, national, mais ne veulent plus de chèque en blanc, si vous voulez. Ils veulent quand même qu'on continue à les consulter. Et donc, je trouve que le développement de la participation citoyenne et de manière générale de la démocratie participative et délibérative en complément de la démocratie représentative, c'est très intéressant. Et ça limite un petit peu aussi l'influence des lobbies. C'est-à-dire que, alors, ça ne va pas remplacer les élus, mais simplement de tirer au sort un certain nombre de citoyens, de les faire réfléchir sur des problèmes locaux ou nationaux, et ensuite d'imposer que les résultats de leurs travaux soient à l'ordre du jour de l'Assemblée en question, qu'elle soit communale ou nationale, je trouve que ça permet d'enrichir le débat de nos élus et ça permet de limiter l'influence des lobbies sur nos élus. Cette crise institutionnelle semble éloigner encore davantage les citoyens de la vie politique. À part le RIC, y a-t-il d'autres éléments qui peuvent restaurer la confiance dans un pouvoir qui paraît impuissant ou même hostile aux citoyens? Oui, je pense. Alors, nous, on met plusieurs mesures sur la table. Il y a la limitation des mandats dans le temps, au-delà d'une commune de 20 000 habitants, parce que dans une petite commune, c'est difficile de trouver des personnes volontaires pour être sur les listes, hein. Mais à partir d'un certain seuil, bon, au niveau national, mais aussi au niveau local, de limiter à 2 ou 3 consécutifs les mandats, parce que sinon, au bout d'un moment, ça devient un métier. Et donc, quand ça devient un métier, l'objectif n'est plus de protéger, de servir vos concitoyens. C'est logique, c'est de se servir dans le sens de poursuivre un mandat, un parcours électif qui devient un parcours professionnel. Donc, limitation des mandats dans le temps. Vous ne pouvez pas être élu si vous avez un casier judiciaire avec des atteintes à la probité. Voilà. Donc, voilà, il y a un certain nombre de mesures. Il y a aussi la transparence locale au niveau financier. Vous savez, aujourd'hui, il y a une opacité financière au niveau des collectivités locales. Il n'y a pas d'obligation de publicité des comptes. Il n'y a pas de certification des comptes, contrairement à l'État. Donc, on parle beaucoup de déficit public, on parle beaucoup des comptes, des comptes publics et du compte de l'État, de la sécurité sociale, mais il y a une certaine opacité sur les comptes des collectivités parce qu'il n'y a pas une publicité des comptes, une obligation de publicité des comptes, et puis il n'y a pas de certification des comptes associée. Voilà. Donc, il y a des pistes, si vous voulez, plusieurs pistes qu'on met sur la table. Je vous invite à regarder le volet démocratie de notre projet sur le site de Nouvel Essor Français pour retisser le lien. Et si vous voulez reparler de l'Assemblée nationale, euh, nous, on serait pour un scrutin proportionnel avec prime majoritaire comme dans les communes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que vous êtes élu dans une circonscription à l'Assemblée nationale, alors vous êtes censé représenter les citoyens, la nation. Vous êtes censé être une émanation de la nation. Donc il y a un biais parce que d'un côté, le député, il a tendance à aller représenter sa circonscription alors qu'il est juste un des éléments de la représentation de la nation. Donc si vous faites un scrutin proportionnel, vous déterritorialisez l'élu qui est vraiment un représentant de la nation. Et proportionnel, ça permet d'avoir un peu toutes les sensibilités, mais ça reste gouvernable parce qu'il y a une prime majoritaire. Voyez. Donc on ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. Si on parle du Sénat, le Sénat, il est censé représenter les territoires. Donc là, sauf que c'est un scrutin d'élus. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que les sénateurs soient élus selon les mêmes modalités actuelles que pour les députés, si vous voulez. C'est-à-dire que tous les Français puissent élire leurs sénateurs
qui représente un territoire. Donc là, on serait vraiment dans la philosophie. Le Sénat représente bien les territoires. Vous avez un sénateur élu par tous les Français qui représente un territoire. L'Assemblée nationale, c'est une représentation relativement fidèle des opinions de la nation, avec une prime majoritaire pour que ça reste gouvernable. Par rapport aux citoyens, n'y a-t-il pas un risque que finalement le citoyen se dise, bon, en gros, c'est foutu, j'abandonne la vie politique, j'abandonne ma participation aux élections, ou pire, que la réaction finalement du peuple devienne violente? Tout à fait. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Et aujourd'hui, quand vous regardez les sondages Cevipof, alors c'est un phénomène qui touche tous les pays occidentaux, mais beaucoup plus encore la France. Il y a en France 65% des citoyens qui disent se désintéresser complètement de la politique et se réfugier dans leur vie personnelle. Et on ne peut pas leur en vouloir quand on voit le spectacle aujourd'hui. Alors que dans les autres démocraties européennes ou de l'OCDE, ça ne dépasse pas 50%. Donc il y a une singularité française et pour éviter que ça tourne mal, pour éviter que ça dérive même dans une guerre civile euh, larvée ou carrément ouverte, il faut effectivement un choc de confiance. Il faut un choc de confiance et pour ça, il faut un projet, deux, des individus qui travaillent, trois, qui soient habités par leur pays et qui considèrent la politique non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de servir leurs compatriotes. Et vous voyez, vous arrivez aux manettes avec un projet validé, et puis surtout, vous devez donner des gages parce qu'il y a une telle défiance. Moi, je serais, si vous voulez, un Premier ministre, pour moi, arrivant aux manettes, devrait dire, écoutez, la situation est grave, et donc l'exemple devant venir d'en haut, on va réduire de 20 à 30% les émoluments de tous les ministres, on va réduire d'autant la composition des cabinets, et on va traiter avec les directeurs d'administration centrale qui sont censés être les N-1 des ministres. Vous voyez. Donc il faut, je pense que certes, c'est pas au niveau budgétaire que ça va changer la donne, hein, mais c'est symbolique. On a besoin de symboles, on a besoin d'un choc de confiance pour que les Français retissent le lien avec leur politique, surtout à l'échelle nationale. Concrètement, l'absence de gouvernement opérationnel retarde des décisions économiques et sociales importantes. Quelles sont les conséquences concrètes de cette instabilité pour les Français? C'est dramatique puisque aujourd'hui, vous avez des entreprises qui retardent leurs embauches, qui retardent leurs investissements, qui gèlent tout. Ça, il n'y a pas pire que l'instabilité pour le secteur économique. Ils ont besoin de visibilité parce que quand vous endettez votre entreprise, essentiellement des petites et moyennes entreprises, sur 10, 15, 20 ans, vous avez besoin de visibilité pour fiabiliser vos calculs de rentabilité. Donc là, tout est bloqué. Donc tout est bloqué, ça veut dire moins d'emplois, moins de pouvoir d'achat parce que moins de primes, moins d'augmentation de salaire. Et donc, toujours plus de demandes sociales, toujours plus des dépenses sociales, puisque les Français, du coup, ont un pouvoir d'achat qui n'augmente pas, et voire même qui est rogné, puisque nos politiques, pour essayer de redresser la barre des finances publiques, plutôt que de réformer l'État au sens de la gestion de l'arrière-boutique, font la poche des Français. Donc, on va augmenter encore, je dirais, la quote-part non remboursée les franchises médicales, hein, des médicaments et des consultations. On va une fois de plus encore leur faire les poches avec le malus automobile qui augmente et pourquoi pas la désindexation par rapport à l'inflation des retraites, voire pourquoi pas un gel des retraites, en tout cas pour certains retraités. Donc c'est dramatique effectivement. On ne pourra jamais résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés. Par conséquent, il va falloir changer ce personnel politique et je crains qu'il faille attendre une espèce de mai-juin 40 économique et social, un nouveau séisme national pour que on mette aux manettes une nouvelle génération de décideurs, d'hommes et de femmes politiques, vraiment, évidemment compétents, mais habités par le service de la France et des Français, pour redresser la barre. Il y a un cycle immuable, hélas, qui est particulièrement vrai en France, puisqu'on est incapable de réparer le toit par beau temps. C'est les temps difficiles, il faut les hommes forts, les temps de paix, les temps de paix, les hommes faibles, et les hommes faibles, les temps difficiles. Donc je crois qu'on est arrivé au bout de ce cycle. Le général de Gaulle a réussi à redresser le pays, ça a duré 30-40 ans, et maintenant on va atteindre encore le fond de la piscine, et on dit hélas que la France est en retard d'une réforme en avance d'une révolution. Je crains que ce soit une nouvelle fois vérifié. Alors, révolution, je ne veux pas inquiéter ceux qui nous écoutent, c'est pas forcément, on l'espère, sanglant, hein. Simplement, c'est un gros changement institutionnel, ou en tout cas, un gros changement surtout dans le personnel politique. Patrice Huban, merci. Ouais, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles questions. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci à tous.